On te vend du rêve sur l'expatriation et il faut que ça cesse. Dans cette vidéo, je vais pousser un petit coup de gueule, gentil, civilisé, mais un petit coup de gueule quand même, sur une tendance que je vois dans énormément de vidéos où on te vend des pays dits peu chers, des pays où le coût de la vie est dit peu cher. Alors, je vais aller directement dans le vif du sujet. Les gens ayant ce discours, sans préciser les éléments que je vais mentionner dans cette vidéo, te mentent, tout simplement. Ils te mentent par omission. Ils oublient de te donner des informations cruciales, ce qui constitue un mensonge. Et ils l'oublient volontairement. De quel pays s'agit-il? Les pays qu'on vous offre à l'expatriation sous prétexte de bas coût de la vie sont les suivants. Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge, Philippines, Pérou, Colombie, Paraguay, Équateur, île Maurice. Oui, ces pays sont cheap, mais pas en termes absolus. Ils ne sont pas absolument cheap. Le coût de la vie n'est pas absolument bas. Le coût de la vie va être bas si, et seulement si, tu gagnes de l'argent occidental. Si ton modèle économique est basé sur le fait de commercer, faire du business avec des pays à fort pouvoir d'achat. Donc en général, si tu es un occidental, il y a de grandes chances que tu le sois si tu m'écoutes, ça va être un pays occidental. Donc Italie, Espagne, Royaume-Uni, France, Suisse, Luxembourg, Allemagne. Si tu fais du commerce avec ces pays, dans 3 situations très particulières que je vais détailler juste après, effectivement, tu profiteras d'un bas coût de la vie dans ces pays. Autrement, c'est un mensonge de le dire. Premier cas, si tu es un salarié envoyé par une entreprise d'un pays riche, en général d'un pays occidental, pour faire des affaires dans un des pays que j'ai cités, c'est-à-dire soit introduire les produits et ou services de ton entreprise dans ce pays, ce qu'on appelle ouvrir un marché, soit pour développer un marché déjà existant. Dans ce cas-là, tu es un salarié expatrié dans ce pays. Et en tant que tel, tu seras payé avec un salaire plus élevé que le salaire local, plus les bénéfices d'assurance santé, d'école pour les enfants si la mission est très longue. Ça va souvent être des missions, ça dépend en fait de la mission, mais en général ça va être court, entre 6 mois, 1 an, 2 ans. Voire tu as des missions aussi permanentes dans ces pays s'il faut une présence permanente pour un peu superviser les affaires là-bas. Eh bien, tu vas bénéficier d'un salaire plus élevé que le salaire local pour accomplir cette mission. Et effectivement, en tant que tel, tu bénéficieras d'un coût de la vie beaucoup plus avantageux que si tu étais en France ou que si tu travaillais sur le marché local. Deuxième cas, tu travailles pour une entreprise d'un pays riche en ligne, ce qui te permet de vivre n'importe où dans le monde avec un salaire correspondant à celui de l'entreprise, à celui du pays dans lequel l'entreprise pour qui tu travailles est implantée, c'est-à-dire en général le salaire d'un pays riche. Alors ici, on parle vraiment d'une niche de métiers spécifiques. On parle de marketing en ligne, de freelancing ou de l'IT, de l'informatique. Les métiers physiques ici ne sont pas concernés. Donc on parle de tous les métiers qui peuvent se faire avec un ordinateur et uniquement avec un ordinateur. Tu ne peux pas faire électricien et être salarié expatrié. Pour être électricien, pour être charpentier, menuisier, pour être technicien, pour être même dans un certain sens pour être directeur, tu as besoin d'être localisé physiquement. Mais si effectivement ton métier est en rapport avec travailler sur Internet ou travailler avec Internet, à ce moment-là, tu peux travailler pour une entreprise qui se trouve aux États-Unis pendant que toi, tu vis, je ne sais pas, à Malte, au Pérou, dans un des pays que j'ai cités, au Vietnam. C'est tout à fait possible. Bon, modulo le décalage horaire. Si tu dois travailler la nuit parce qu'il y a 8 heures de différence et que tu dois assister à des réunions à 3 heures de l'après-midi alors que toi, tu es au Vietnam et qu'il est 2 heures du matin, bon après, il faut assumer, mais bon, théoriquement, c'est possible. Donc c'est le cas numéro 2. Et cette situation, numéro 2, te permet de choisir ta résidence fiscale. C'est-à-dire tu peux t'installer dans un pays, demander ou acquérir la résidence fiscale pendant que tu touches un salaire plus élevé que le salaire local, parce que c'est une entreprise d'un pays riche qui te paye.
Troisième et dernier cas, tu as un business en ligne dont les clients font partie d'un pays à fort pouvoir d'achat. Amérique, donc États-Unis, France, Allemagne, Italie, Espagne, Canada, Suisse, Luxembourg. C'est-à-dire que tu ramènes à toi la puissance de ces économies, donc de l'économie occidentale, dans le pays où toi tu vis, grâce à une technologie qui s'appelle Internet. Mais tu ne vas pas faire du business avec des pays dont tu ne parles pas la langue. Pour faire du business, pour vendre des produits, soit physiques via l'e-commerce ou digitaux, via des formations à des Allemands, il faut que tu parles allemand. Alors si tu m'écoutes, tu es francophone, donc tu parles français, tu vas vendre tes produits aux Français de métropole, aux Belges, aux Canadiens éventuellement, aux Suisses, aux Luxembourgeois, et c'est tout. Tu ne pourras pas vendre tes produits à des Japonais, bien que les Japonais aient un certain pouvoir d'achat, qui est en baisse d'ailleurs depuis quelques années, mais c'est une autre question. Troisième donc et dernier cas, tu as un business en ligne et ton marché, tes clients, se trouvent dans des pays à fort pouvoir d'achat. Il n'y a aucun autre scénario dans lequel tu peux profiter de ce bas coût de la vie. Si tu es un local et que tu travailles sur le marché local, avec les salaires locaux, le coût de la vie n'est pas bas. Le coût de la vie est élevé de facto. Pourquoi? Parce que les salaires en local dans ces pays sont bas. Tout simplement. Les populations de ces pays n'ont pas de pouvoir d'achat. Tous les youtubeurs qui vous parlent d'expatriation en Thaïlande, au Vietnam, au Paraguay, qui est à la mode en ce moment, oublient de vous donner ces précisions. En tout cas, je ne les ai pas entendus. S'ils vous donnent ces précisions, alors effectivement, ils sont honnêtes dans leur démarche. Mais il faut le dire, il faut préciser les 3 cas. C'est comme les 3 cas de l'avortement, vous voyez, les fameux 3 cas. Ici, c'est les 3 cas de l'expatriation dans un pays à bas coût. Si vous ne remplissez pas une des 3 cases que j'ai citées auparavant, vous ne profiterez pas d'un coût de la vie faible. J'aimerais bien voir ces youtubeurs t'expliquer comment trouver un travail en local au Vietnam, au Paraguay, au Pérou, en Thaïlande, etc. Donc déjà, il faut parler la langue locale, donc dans 99% des cas, dans 99% des profils, l'entreprise serait vite achevée avec un échec. Et j'aimerais bien les voir, eux, ceux qui ne te précisent pas ce que je viens de préciser moi-même, j'aimerais bien les voir, eux, travailler en local, avec un boulot local, avec un salaire local, et revenir te dire que le coût de la vie est bas. Si vous écoutez ces vendeurs d'expatriation et que vous décidez de tout plaquer pour aller vivre dans un pays, dans un de ces pays, ceux que j'ai cités, et qu'à un moment, parce que vous ne vous êtes pas préparé pour faire partie d'une des 3 catégories que j'ai citées, et que vous vous retrouvez avec votre CV et votre lettre de motivation à devoir postuler pour des offres d'emploi en local avec des salaires locaux, vous allez sentir la douille. Et vous allez la sentir bien profond. Si vous avez fait tapis pour vous expatrier, que vous avez mis dans cette entreprise toutes vos économies, et que vous n'avez plus d'argent, par exemple pour payer votre billet retour en France une fois que votre visa expire. Une fois le terme de votre visa expiré, vous devenez un clandestin. Et si vous n'avez plus de quoi payer le billet d'avion pour rentrer en France, quand vous êtes clandestin, c'est la prison qui vous attend. Un autre point de nuance que j'ai envie d'aborder. Lorsqu'on te dit que le coût de la vie est plus bas, il faut préciser de quel produit on parle. Et je vais donner un exemple par rapport au pays où je suis moi-même. Donc je suis en Europe centrale. Effectivement, l'Europe centrale, sur la plupart des produits de première nécessité, est moins chère par rapport à la France. On est sur une différence d'entre 10 et 15%. Ça peut aller jusqu'à 20% lorsqu'il y a des réductions, des occasions spéciales où ils baissent les prix pour soutenir un petit peu le pouvoir d'achat. Donc si on parle des œufs, de la viande, du fromage, des produits de première nécessité, oui, effectivement, tu vas payer moins cher. Si on parle des produits basiques, oui, le coût de la vie va être moins cher. Encore une fois, si tu fais partie de ces 3 catégories, il y a des pays dans lesquels, pour ces produits basiques, même le salaire local offre un certain gain de pouvoir d'achat
par rapport à la France, parce qu'effectivement, ces produits-là sont moins chers, soit parce que le pays les produit lui-même en local, ou alors les coûts du travail sont très bas, donc ça permet d'afficher des prix d'achat de ces produits bas également, etc. Mais si on considère des biens plus sophistiqués, des biens de fabrication, de manufacture plus complexes, comme de l'électroménager, comme les voitures, les prix d'immobilier, de la location de matériel, de ski, etc. Mais en fait, les prix vont être les mêmes, voire plus élevés qu'en France. En tout cas, ici en Europe centrale où je suis. On dit que le coût de la vie dans ces pays est faible. Il faut préciser de quel bien on parle. Parce que si vous vous expatriez dans ces pays, vous n'allez pas faire que manger et boire. Vous allez vouloir investir, vous allez vouloir vous offrir un vélo, une voiture, bref, refaire votre vie là-bas, a priori. Et il faut avoir cette information, ce facteur en tête. Il ne s'agit pas de tous les biens qui sont moins chers. Une certaine catégorie de biens, les biens de consommation courante, les biens simples, qui effectivement sont moins chers. Mais les autres, en général, on est sur des niveaux tout aussi élevés qu'en France ou qu'en Europe de manière générale. Mets-toi à la place du Thaïlandais, du Péruvien, du Vietnamien, du Laotien, travaillant en local et gagnant le salaire local. Et pour t'aider à te mettre à sa place, je vais te rappeler quelques datas. Les salaires moyens nets mensuels en dollars dans ces différents pays. Alors, petite analogie. Comment est-ce qu'on peut comprendre le salaire moyen? Le salaire moyen, c'est si tu agrégeais toutes les disparités de salaire dans le pays, tu prends les gens qui gagnent le moins, les gens qui gagnent entre le maximum et le minimum, les gens qui gagnent le maximum. Si tu agrégais tous ces gens en un seul individu représentatif, tu aurais, enfin plutôt cet individu gagnerait le salaire moyen. C'est ça que ça veut dire, statistiquement. Alors, salaire moyen dans ces différents pays. Donc au Paraguay, on est sur 626 $ par mois. Alors 626 $ par mois, je doute que tu puisses investir, je doute que tu puisses te payer une voiture, je doute que tu puisses voyager. Vous savez qu'un billet d'avion entre un pays d'Amérique latine et un pays européen, par exemple Bogota, Paris, ça va coûter dans les 1000 $. Le salaire moyen en Colombie se situe entre 783 $ et 1029 $. On va dire 800 $ par mois. Combien de temps un Colombien doit-il économiser pour pouvoir se payer un billet d'avion qui est à 1000 $ aller-retour? Je vous laisse réfléchir. Combien de temps un Français doit-il économiser pour se payer un tel voyage? Admettons que ce soit son seul objectif. Et combien de temps un Colombien doit-il économiser? Et si le Colombien arrive à mettre de côté ne serait-ce que 100 $ par mois, il va lui falloir 10 mois. Et encore, là on parle juste du billet d'avion, on ne parle pas de tous les autres frais du voyage. Logement, restaurant, souvenirs, exposition au musée, etc., etc. Un Français qui gagne, salaire médian en France, c'est 1700 € par mois à peu près, en net. Donc imaginez combien de temps un Français doit économiser pour se payer un tel voyage, et combien de temps le Colombien doit économiser. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Le combien devrait économiser, si on parle de la totalité du voyage, pendant 1 an, 2 ans, avant de pouvoir se l'offrir, là où le Français pourra se le permettre après éventuellement 6 mois, entre 6 mois et 10 mois. Il faut avoir ça en tête. Alors on continue sur les salaires moyens. Donc je disais, le Paraguay 626 $, le Vietnam environ 700 $ en brut et 320 $ en net. À 320 $, même si tu payes ton kilo de viande 50 centimes, tu ne te permets pas énormément de choses. Tu peux pas voyager, faire le tour du monde, décider cela sur un coup de tête lorsque tu gagnes ce salaire. C'est assez évident. Au Pérou, on est entre 413 $ et 545 $ net par mois.
Même si on arrondit à 600, ça ne te donne pas un pouvoir d'achat élevé. Ensuite, on a l'Équateur, 511 $. La Colombie, je l'ai cité. La Thaïlande, 460 $, 472 $ par mois. Même si on arrondit à 500, c'est pas brillant. Ça ne te permet pas d'avoir un lifestyle incroyable avec le salaire thaïlandais. Encore une fois, je répète, si tu ne fais pas partie des 3 catégories et que tu bosses pour ce salaire-là, ta vie va être misérable. Donc, il faut faire attention. Au Cambodge, j'ai trouvé le chiffre de 905 $ net par mois. C'est un peu mieux. Avec ce genre de salaire, effectivement, tu peux commencer à avoir du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat? En gros, on peut définir le pouvoir d'achat comme ce qu'il te reste, l'argent qu'il te reste, une fois que tu as payé toutes les dépenses nécessaires. Le loyer, l'énergie, la nourriture, les courses pour un mois. Une fois que tu as payé tout ça, ce qui te reste, on peut définir ça comme le pouvoir d'achat. En gros, le pouvoir d'achat correspond à l'argent que tu peux utiliser pour te faire plaisir. On va le définir comme ça. Ouais, effectivement, si ce salaire-là, si cette donnée est exacte, le Cambodge bénéficie déjà d'un certain pouvoir d'achat. Les Cambodgiens bénéficient d'un certain pouvoir d'achat sur la base de cette information. Toi, en tant qu'occidental, est-ce que tu vas bénéficier de ce salaire? Là, pourquoi le ferais-tu d'ailleurs si tu as la possibilité, via les 3 cas que je t'ai cités, de gagner bien plus, de gagner une devise, l'euro ou le dollar, qui est forte, que tu vas pouvoir échanger contre la monnaie locale toujours de manière permanente à ton avantage? Pourquoi bosserais-tu pour le salaire local quand tu peux bosser dans des niches qui vont te rapporter beaucoup plus? Bon, pourquoi le ferais-tu? Ça, c'est une question d'arbitrage. Je pense que cette question se résout assez vite. Et le Laos, enfin, le Laos, on a 226 $ par mois net. Bon, là, on est vraiment sur un salaire très bas. Et il n'y a absolument aucune raison pour toi, en tant qu'occidental, de travailler entre guillemets au Laos et de viser ce type de salaire. Parlons de l'Europe centrale. Si je vous dis qu'en Europe centrale, acheter une maison revient à 20% moins cher qu'en France, et si je vous dis cela, je vous mentirais. Parce que ce n'est pas le cas. Ici en Europe centrale, les propriétés à l'achat sont bien plus chères qu'en France, pour des qualités souvent bien moindres. Vous allez avoir des maisons à 200 000 € situées dans des plaines, dans des petits villages de campagne où il n'y a pas grand-chose, où même le cachet, l'environnement naturel n'est pas extraordinaire. Vous pouvez les acquérir pour 200 000 €. Des fois avec travaux, donc vous rajoutez un certain montant d'argent une fois la maison acquise. Avec 200 000 € en France, vous pouvez acheter une maison dans les Alpes ou au bord de la mer. Vous aurez une maison magnifique, souvent neuve ou rénovée, avec un cadre naturel extrêmement beau. Il y a une dernière chose que j'ai envie de dire ici. Parlons un peu moins d'économie, parlons un peu plus philosophie ou politique. Les Français croient que, après avoir bousillé leur pays, ce pourquoi ils sont entièrement responsables, les choses vont s'améliorer simplement en s'en allant, simplement en se barrant. Et cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Français vont apporter leur tare à l'étranger. Dans ce nouveau pays dans lequel ils vont vivre, les Français vont apporter leur tare, ils vont apporter leurs problèmes, ils vont apporter leur vision du monde. Parce qu'on ne se défait pas de son éducation et de sa vision du monde simplement en prenant sa valise et en se barrant. C'est possible de s'en défaire, mais il faut faire un travail d'introspection très long, un travail de remise en question, un travail spirituel que la plupart des Français ne savent pas entreprendre, ou n'ont pas le temps, ou ne prennent pas le temps d'entreprendre.
Les Français ont bousillé leur pays. Vous avez bousillé votre pays. Par vos votes irresponsables, par votre négligence, par votre manque d'exigence envers la classe politique, envers les immigrés de pays non européens. Vous avez bousillé votre pays. Pensez-vous que vous ne bousillerez pas le pays dans lequel vous allez? Et cela ne se produira pas. Les Français, dans leur grande majorité, sont égalitaristes, gauchistes, communistes sur les bords. Et ils importeront ces idées dans les pays où ils iront. Je vous garantis que si vous mettez 500 000 Français, vous prenez 500 000 Français au hasard, comme ça, de Paris, de province, de partout. Vous les prenez, vous les mettez au Paraguay. Je vous garantis qu'ils continueront à voter Macron, pour la majorité. Ils continueront à voter Macron. Et s'ils acquièrent la nationalité paraguayenne, eh bien, ils commenceront à voter pour le Macron local. Ils voteront pour le candidat, j'allais dire libéral, mais ça n'existe pas le libéralisme en France, comme vous le savez. Macron n'est pas un libéral. Tu ne peux pas être libéral en France, en fait. Si tu es un libéral, un candidat libéral en France, tu es pour l'abolition des prestations sociales, tu es pour la réduction drastique des charges patronales, tu es pour l'allègement de la cotisation à la sécurité sociale, aux retraites, etc. Or, vous savez que si un candidat propose cela en France, il ne sera jamais élu. Jamais. La retraite, les retraites des boomers est le sujet principal de toutes les élections présidentielles en France. Il faut le dire, il faut être honnête, c'est aussi le cas dans d'autres pays d'Occident, depuis les années, on va dire, 90. Tout candidat qui ne s'aligne pas sur la position majoritaire, à savoir qu'il faut sauver les retraites, ne sera pas élu, parce que les boomers représentent la masse électorale quantitativement la plus importante. Donc oui, j'insiste, je persiste et signe, si vous importez 500 000 Français au Pérou, au Paraguay ou que sais-je ailleurs, ils voteront pour le Macron local. Ils voteront pour Macron depuis l'étranger et pour le Macron local s'ils n'ont jamais le droit de vote dans leur nouveau pays, entre guillemets. Vous avez entendu et vous avez remarqué que des pays comme la Thaïlande subissent la façon dont les Français ont bousillé leur pays. Bien que ce pays soit situé à des milliers de kilomètres de la France, les Thaïlandais subissent la négligence et le bousillage des Français de leur propre pays. Ils le subissent comment? Eh bien, ils le subissent par les fameux French Arabic qui débarquent en Thaïlande, à Patong, et qui ont investi ce quartier en reproduisant le même comportement qu'ils ont en bas de leur tour en Seine-Saint-Denis. Les Thaïlandais, c'est quand même fou quand vous y pensez. Les Thaïlandais subissent la négligence des Français, alors qu'ils sont évidemment innocents de tout cela. Mais pourquoi? Et ça illustre parfaitement ce que je vous disais. Si les Français débarquent par milliers dans des pays qui ne sont pas les leurs, ils vont reproduire les comportements de la métropole. Alors, les French Arabics sont-ils des Français? Je laisse la question à ton appréciation, n'est-ce pas? Mais on se comprend. Alors, j'espère que ces pays vont mettre en place des tests pour trier les bons Français des mauvais Français. Les Français représentent potentiellement, pour ces pays, une menace pour leur tranquillité, pour leur ordre, pour leur cohérence. Et j'espère que ces pays mettront en place des tests exigeants. Je fais confiance aux Asiatiques sur cette question, mais aussi aux Latinos, pays d'Amérique latine. Des tests de communisme, par exemple. À quel point êtes-vous communiste? Et si le test montre que vous êtes trop communiste, eh bien, votre visa est refusé. Et vous rentrez en France. Parce que un communiste doit vivre dans un pays communiste. Des tests de libéralisme. À quel point êtes-vous libéral? À quel point vos valeurs coïncident avec le pays dans lequel vous souhaitez vous installer? Des tests de culture générale, des tests de langue. Parlez-vous la langue du pays? La parlez-vous suffisamment pour prétendre y vivre?
Et j'espère qu'ainsi ils garderont les plus motivés, les Français les plus dignes, de vouloir se sauver de l'enfer qu'ils ont eux-mêmes créé. Voilà la précision que je voulais apporter dans cette vidéo. Je n'aimerais pas avoir le karma des mecs qui vous vendent des solutions d'expatriation en vous occultant certaines informations. Ce karma, je pense, sera bien sombre. Faites des choix éclairés. Visitez au moins une fois les pays dans lesquels vous envisagez de vous installer. Je pense que c'est quand même la base de visiter au moins une fois ce pays avant de songer à y vivre. Sentez-vous une affinité avec la langue de ce pays? Sentez-vous que vous pouvez l'apprendre facilement? Il y a des pays dont les langues sont plus difficiles que d'autres. Si vous envisagez de vous expatrier ou d'émigrer au Paraguay, l'acquisition de la langue, c'est-à-dire l'espagnol, sera beaucoup plus facile que l'acquisition du thaïlandais. C'est une évidence. Réfléchissez de manière pragmatique et prenez la bonne décision. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.